Vous écoutez le podcast de la formation. Le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bienvenue dans le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Mélodie. Mélodie qui est formatrice sur le dispositif Grande École du Numérique et qui aujourd'hui va nous parler de cette expérience. Oui. Peux-tu te présenter ? Alors, moi, j'accompagne les entreprises dans leur communication, dans leur digitalisation. Et je suis également coach. Donc, je coach les professionnels à communiquer sur leur offre de produits et de services. Et donc, je suis également formatrice à la Grande École du Numérique sur le métier de Community Manager. Très bien. Comment t'es arrivée à la Grande École du Numérique ? Eh bien, écoute, j'y étais invitée, si on peut dire. On m'a proposé de venir faire d'abord quelques séances de formation pour les Community Managers, donc la première année de la GEN. Donc moi, je suis avant tout venue en tant que professionnelle métier. Je ne connaissais pas du tout le domaine de la formation. Donc ça a été vraiment une nouvelle aventure, une découverte. Et voilà. Et c'était pas forcément ce que j'imaginais. Au début, on m'avait dit tu viens avec des PowerPoint. Moi, j'en avais quasiment jamais fait. Voilà. Après, on a vite été... on s'est vite rendu compte que le PowerPoint, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, voilà, en séance de formation. Donc voilà, moi j'ai été accompagnée, donc par toi. Hein. Bah oui, tout à fait. Et voilà, moi je n'ai pas, je n'ai pas fait, contrairement à certains formateurs, une formation FPA, sur 1 an où je fais que ça, classique. Moi j'ai été accompagnée au fur et à mesure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, donc moi et d'autres formateurs, on se réunissait souvent plutôt, si on avait le temps, le midi ou le soir au centre de formation, là où on dispensait la formation. Et autour d'une pizza, autour d'un café. Et donc, on venait faire des ateliers pour découvrir comment créer une formation, comment créer une séquence de formation. Quelles activités vont permettre de mettre en pratique les compétences pour pouvoir évaluer les apprenants. Ça s'est passé au fur et à mesure comme ça. Ça n'a pas été d'un coup, j'ai pas suivi de formation continue, longue, voilà. Mais ça a été au compte-gouttes, petit à petit, des petits ateliers au début, et puis surtout des réponses à mes questions quand j'avais besoin, quand je rencontrais un problème ou quand j'avais besoin, que j'avais un doute, pas d'idée d'activité, des choses comme ça, une problématique de mes apprenants sont absents, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour les accompagner, voilà. La particularité de la Grande École du Numérique, c'est d'avoir reconstitué au sein de notre unité une agence de communication. On s'est rendu compte que l'idée, c'était de contextualiser les apprentissages à une réalité. C'était d'autant plus facile puisque nous avions des clients. Et donc, du coup, comme tu l'as souligné, le côté métier, tu le détiens. Tu es une professionnelle, bien sûr. Et là, du coup, tu arrives dans ce monde de la formation. Est-ce que tout de suite, tu as senti ce besoin de te former ? Oui, en fait, ça n'a pas été un besoin de me former.
mais j'ai vite rencontré des problématiques. D'accord. Et je me suis dit qu'il devait me manquer quelque chose pour pouvoir résoudre cette problématique-là. D'accord. Concrètement, imaginons que tu as une problématique, ça se passait comment? Tu faisais quoi? Et quand c'était comme ça, je te sollicitais en fait, voilà. Et puis quand on avait un moment, on se posait pour que tu puisses répondre à ma question. Donc moi j'ai le souvenir quand même que tu faisais beaucoup de schémas pour expliquer les concepts, ce qui était relativement pratique parce que c'est vrai que tu m'aurais donné des fiches, des documents, est-ce que j'aurais eu le temps de les lire? Est-ce que j'aurais compris? Donc tu faisais pas mal de schémas au tableau. Et voilà, en fait, ça se faisait vraiment au fur et à mesure. C'est quelque chose qui était fait d'ailleurs avec l'ensemble des formateurs. Hein. Oui. Oui. Très souvent, les problématiques qui reviennent sont les mêmes. Oui. Donc on peut comme ça mutualiser ces moments d'accompagnement. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme différence entre les petits moments où j'amenais une dimension de formation, c'est-à-dire une thématique, un objectif et une évaluation de cet objectif, puisqu'on est des formateurs avant tout, on doit évaluer. Comment tu différencierais, toi, la dimension de ce que tu as eu en tant que mini-formation et coaching? Les mini-formations où on était là tous ensemble, c'était vraiment pour acquérir des compétences absolument indispensables dont on ne connaissait pas le besoin en fait. C'est pas forcément un besoin qu'on rencontrait. Vraiment dans des dimensions vraiment nécessaires. Je pourrais te citer par exemple l'alignement de Biggs. Quelles activités je mets en œuvre pour pouvoir évaluer les compétences acquises par les apprenants. C'est ces choses-là qui sont absolument indispensables pour avoir une certaine formation de qualité dont nous, on ignorait l'existence, parce que quand on n'est pas formateur, on a quand même la notion à un moment donné qu'il y a une notion de progression pédagogique et qu'il va falloir pouvoir mesurer les progrès de l'apprenant. Oui. Mais alors, comment faire si ce n'est quand on est à côté des apprenants, qu'ils font les activités, regarder avec eux, etc. Mais après, c'est de l'ingénierie pédagogique quelque part. Donc, Oui, tout à fait. Quand on a commencé la grande école, tout allait bien, et puis en plein milieu, on a chopé le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là? Eh bien, écoute, ce qui a changé, c'est que jusqu'à présent, on faisait du blended learning. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on avait 2 jours en présentiel à la Grande École du Numérique, dans les locaux, et 2 jours de distanciel où là, les apprenants réalisaient les activités en autonomie, avec bien sûr un syllabus, qui est une trame au final. Oui. Avec les objectifs, la durée par exemple des activités, les activités qui vont permettre ensuite d'évaluer l'acquisition des compétences. Et donc de ce système-là, on est passé à du full distanciel, oui. Complètement de l'e-learning, où on était là le matin en visio avec les apprenants. Pas facile au début, dans le sens où moi j'étais pas hyper familière avec les outils de visio, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On peut passer des entretiens, des échanges en visio, ça oui, mais de là à former avec un outil de visio, on ne peut pas former toute la journée en visio, c'est pas possible. On va dire qu'au bout d'1 heure grand max, les apprenants ils en peuvent plus, quoi. Ils en peuvent vraiment plus. Nous non plus. Oui, nous non plus. Nous non plus. Donc il a fallu vraiment
quelque part, ça n'a pas été si difficile que ça parce que nous, on était déjà aguerris aux outils du digital quand même. Et dans notre métier, on travaille forcément avec des outils de travail collaboratif, avec un petit peu de visio. Mais tout de même, le e-learning n'a rien à voir avec ce qu'on faisait en présentiel. Et donc là, on a vraiment eu besoin d'aide, en fait, d'être coaché et de savoir comment est-ce qu'on allait faire en sorte, premièrement, de garder nos apprenants connectés, que nos apprenants Reste dans le suivent. dispositif, ouais. Voilà, réussissent à suivre et à ne pas lâcher, sachant que on était confinés et que on n'a pas forcément tous aussi un environnement favorable à faire à faire de la visio. Il fallait vérifier qu'il y ait une bonne connexion internet, etc. Enfin voilà. On n'y pense pas tout de suite, mais effectivement, on s'en est assez vite rendu compte. Et puis deuxièmement, comment faire en sorte que ça soit attractif, que ce soit pas rébarbatif, et que quand même les apprentissages puissent être poursuivis en fait. La particularité de ce dispositif GEN, c'est d'enseigner les métiers du digital. Donc l'outil digital est au cœur de la pratique, donc ça nous a, je vais dire, un petit peu facilité la tâche, parce que si on avait fait maçonnerie, ça aurait été plus compliqué de les avoir là. Effectivement, tu relèves le fait qu'il a fallu qu'on prenne en compte les environnements des apprenants chez eux. On a eu quelques difficultés avec quelques familles où il n'y avait pas de respect de l'apprenant au travail. Peut-être des fois qu'une seule connexion Internet, voire qu'un seul téléphone, voire qu'un seul ordinateur. Donc des fois, on peut rencontrer ça. On a même eu des fois les enfants qui étaient là... parce qu'on a aussi des mamans dans le dispositif qui étaient là pour perturber un petit peu tout ça. À ce moment-là, là, il n'y avait plus question de formation parce que ça s'est passé dans la nuit du 12 au 13, je crois. Et résultat des courses, là, il a fallu passer très très vite. C'est là que j'ai déployé plus une stratégie de coaching. Le coaching, c'est du point A au point B le plus rapidement possible. On ne tergiverse pas. À ce moment-là, est-ce que toi, ça t'a perturbé? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça répondait à tes attentes, justement, cette dimension plus coachée que formée, là? Oui. Oui, parce que ça répond aux questions que je me posais et non pas aborder des choses, des éléments plus théoriques, tu veux dire? Plus théoriques. Et puis, c'est vrai que ce format-là, de coaching, de venir au compte-gouttes, en juste à temps, quand on a besoin. Finalement, c'est comme avec les apprenants. En fait, si on ne se pose pas la question, on ne va peut-être pas comprendre le pourquoi du comment, de pourquoi on nous raconte ça, pourquoi on nous explique ça. Est-ce que je vais vraiment avoir besoin de ça maintenant? Ça ne sert à rien ça sert à rien d'entamer des choses alors qu'on ne va pas en avoir besoin forcément tout de suite, on a le temps d'oublier. Oui, tout à fait. Du coup, tu as pu avoir cet accompagnement dans une dimension de concevoir des dispositifs de formation, des séquences, d'animer des séances aussi. Oui. Animer des séances, donc, que tu disais, on est en blended, donc présentiel, distanciel. Tu as eu aussi le besoin, tu parlais de cet accompagnement des apprenants. Oui. Et du coup, il y avait de l'accompagnement, mais là, comme tu dis, on est avec eux, on voit ce qu'ils font, ils sont à distance, donc quelque chose de différent là encore. Oui. Et puis après, on a toujours, parce que dans le même temps, un malheur n'arrive jamais seul. On a été soumis à Calliope et il a fallu produire, entre guillemets, des contenus conformes, puisque notre centre de formation visait la certification. Donc c'était à nous, en première ligne, de construire des choses qui étaient conformes qualité, quoi. Oui. Tout en respectant, bien sûr, toute la partie sociétale et environnementale, pas gaspiller, limiter les connexions, etc. etc. Donc tu as vu tout le... En réalité, tu as vu tout le cursus? Oui, c'est ça, tout à fait. Vraiment, oui, de la création de la formation, donc vraiment purement l'ingénierie pédagogique d'intégrer ce blended. Le rythme, en fait, le rythme de la formation. Et puis,
ces notions aussi, comment dire, plus psychologiques, en fait, de la psychologie de l'apprenant. Combien de temps est-ce qu'il faut pour intégrer de nouvelles compétences, la courbe de l'oubli, des choses comme ça, Ouais. jusqu'à créer des séances de formation où il y a des activités qui donnent envie d'être faites, de les motiver. Et c'est vrai que sur l'accompagnement, ça m'a beaucoup aidée aussi parce que moi, donc j'étais pas formatrice, hein, j'ai pas fait sociologie, j'ai pas fait psychologie, donc c'est pas forcément évident. Même si on a cette bienveillance, on ne sait pas forcément comment les accompagner au mieux selon leur profil, selon la situation. Et là, le coaching est intervenu de façon à solutionner peut-être des problématiques, pas forcément des problématiques, mais au moins des questions, voilà, de façon à les accompagner au mieux, vraiment pour eux en fait, pour que ça se passe bien, et puis de faire les choses bien, de pas faire des faux pas, de dire les bonnes choses. Là, il y a quelque chose qui est important dans ce dispositif, c'est que notre métier de formateur, on est relativement isolé. Oui. On a souvent des décisions à prendre tout seul. On a une position entre guillemets de sachant qui du coup, dans une dimension de syndrome de l'imposteur, on a un peu l'idée de dire à quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que je sais pas faire? Et du coup, dans ce que je t'ai apporté dans ce coaching, est-ce que tu as ressenti ça? Et si tu l'as pas ressenti, qu'est-ce qui fait que tu l'as pas ressenti? Le syndrome de l'imposteur, forcément, je l'ai eu au début, hein, parce que je me suis dit, mais pourquoi moi? Enfin, je suis pas formatrice, justement, donc comment je vais faire? Et ça tombait très bien qu'on se mette dans une mini-agence de formation où c'est vraiment c'est professionnalisant. Au final, on applique beaucoup. Donc ça, déjà, ça allait. Mais quand même, de me dire, ouais, je suis pas formatrice. J'avais bien notion quand même qu'il y avait des choses que je ne maîtrisais pas forcément, hein. Et puis, par contre, la position de sachant, en fait, je l'avais pas vraiment, mais je comprends quand même cet état d'esprit où on se dit, ok, donc c'est moi la formatrice. Donc c'est moi qui vais venir en fait leur apporter quelque chose. Je dois savoir les choses parce que là, si je sais pas, imposteur, vraiment. Mais qu'est-ce que je fais là si je sais pas? Donc oui, il y a quand même ce sentiment-là, mais ça s'est vite, justement en discutant ensemble, ça s'est vite estompé parce qu'au final, on se rend compte que si on sait jamais tout. Hein, Oui. déjà, c'est bien de l'admettre. Oui, c'est bien. Et que si on ne sait pas quelque chose, c'est pas grave, parce qu'en fait, on prend la question, on dit, je vais prendre le temps, bien sûr, d'y répondre, je vais chercher, je vais expérimenter, je vais revenir avec une réponse et on va voir ça ensemble. Et ça fait du bien aussi, ça... La particularité du dispositif, une autre particularité, c'est que quand je l'ai conçu, j'ai intégré directement la dimension d'accompagnement et de tutorat dedans, dans sa dimension à la fois d'ingénierie, mais aussi dans sa dimension financière. Ce qui permettait et ce qui m'a permis de rester dans le dispositif à la fois comme formateur intervenant, mais aussi comme coordinateur et formateur de formateurs. Puisque ce qui a été déployé avec vous, c'est une situation de formation, situation de travail, où pendant 3 ans, on est passé par la phase, comme tu l'as dit tout à l'heure, il fallait tout de suite apprendre ce qu'on avait besoin, c'était préparer, animer, parce qu'au début on a besoin de préparer, animer. La deuxième année, c'était plus de l'ingénierie, on est rentré dans cette dimension de fabrication de dispositifs de formation tuilés. Alors tuilés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un groupe, les formateurs interviennent à différents moments, à différents endroits, dans une complémentarité, une complétude de compétences.
Donc ça, il a fallu apprendre à travailler ensemble, à s'organiser, à regarder comment on pouvait tuiler. Et puis la troisième partie, la troisième année, la dernière année, on est passé dans quelque chose qui était présent depuis la toute première année, qui est l'accompagnement, puisque l'accompagnement est omniprésent tout le temps. Mais sur cette dernière année, on a voulu ensemble, c'était une volonté, se professionnaliser dans cette dimension d'accompagnement. C'est-à-dire, ce que tu disais tout à l'heure, alors on n'est pas des psychologues, mais être en capacité d'accompagner au mieux l'apprenant dans ce qu'il est lui. Et effectivement, il y a quelques années, quand j'enseignais en FPA, c'était l'accompagnement personnel et professionnel. Les référentiels avaient changé en 2018, ils nous disaient plus un accompagnement professionnel. Tous les formateurs vous diront que quand on n'est pas bien dans sa tête personnellement, c'est compliqué de faire des apprentissages. Donc, il est impossible pour nous de dissocier les deux. Notre priorité, c'est pas la vie privée des gens, mais notre priorité, c'est leur professionnalisation. Mais on est obligé quand même de passer par des étapes où on doit avoir des connaissances, on doit avoir une relation de confiance, il y a des choses qui sont importantes à se concevoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à une équipe de formateurs qui voudrait se positionner dans un dispositif ? Toi, il y aura un dispositif à créer, nouveau, là. Qu'est-ce que tu leur dirais ? À quoi tu leur dirais d'être attentif ? Quelque chose qui t'a aidé, toi ? Très bonne question. À quoi je leur dirais d'être attentif ? Si. En priorité. Alors, je sais que c'est peut-être un peu cliché. Enfin, on le dit beaucoup, vraiment mettre l'apprenant au centre des apprentissages, etc. Mais vraiment, d'être centré sur l'apprenant. Ouais. Parce que, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, être formateur, c'est aussi... c'est pas forcément que professionnaliser. Il y a cette dimension d'accompagnement. Moi, j'ai eu des apprenants qui étaient porteurs de handicap. J'ai eu des apprenants qui étaient dans des conditions très précaires. Il y a des choses... j'ai aussi des cas où j'ai eu 2 groupes différents d'apprenants. Donc, il fallait que j'arrive à tuiler, comme tu disais. Il y a des choses auxquelles, si on n'a pas été confronté dans la vie, on ne sait pas trop comment faire en sorte de mettre l'apprenant dans un environnement favorable et voilà, et lui offrir un cadre où il va pouvoir apprendre sereinement, etc. Et ça, ça c'est indispensable. Et je pense que il faut vraiment centrer autour de l'apprenant. L'apprenant va être en retard, et il ne faut pas tout de suite... c'est pas si grave. Il faut vraiment penser dans sa dimension à lui. Qu'est-ce qui fait que... je ne veux pas dire qu'on peut tout accepter. C'est pas ce que je dis. Bien sûr, il y a forcément toute bonne excuse est acceptable. Toute bonne excuse est acceptable. Voilà. En fait, c'est juste que... pour moi, ça a complètement changé ma vision des choses. Tu vois, c'est pas du tout comme on a connu des profs à l'école, etc. On n'est pas là pour punir, on n'est pas là pour juger ni quoi que ce soit. C'est comme tu dis souvent, apprendre, c'est un acte volontaire. Et ça, faut vraiment le garder en tête. Faut qu'on accompagne l'autonomie de cet acte d'apprendre, en vérité. Ouais. On n'apprendra pas à la place des gens. Et penser que quand on a enseigné, ils ont appris, c'est une erreur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on enseigne qu'ils apprennent. Encore moins, je crois. Puis on essaie d'enseigner. C'est ça qui est intéressant. Donc, travailler autour de leur motivation, ça c'est intéressant. Ça fait partie de ce qu'on a abordé plus en détail la troisième année, là, puisque moi, mon idée d'accompagnement, c'était justement d'être attentif, on va prendre l'exemple de l'année d'accompagnement, à des observations, à ce que les gens, dans leur non-verbal, des fois exprimaient, et d'aller après rechercher avec la formatrice, toi entre autres, ou les formateurs, d'aller rechercher, regardez, vous avez observé ça, est-ce que vous l'avez observé d'abord, est-ce que c'est un signe que vous avez vu, qu'est-ce qui se passe ? Oui.
Et là, du coup, j'ai pu mesurer avec vous que justement, votre œil devenait plus acerbe. Vous étiez plus à l'écoute en vérité encore des autres, mais même pas de façon, pas je t'écoute, mais l'écoute fait partie de ce que je fais. Et ça, j'ai vraiment vu votre montée en compétence qui se traduisait tout simplement par le volume des questions que vous me posiez. Parce qu'en vérité, c'est avec les questions que vous me posez que je mesure l'avancée de vos apprentissages et dans quelle dimension vous percevez de nouveaux états, de nouveaux faits, de nouvelles choses. Et du coup, c'était, je vais dire peut-être plus facile pour moi parce qu'en vérité, vous venez me poser les bonnes questions. Et donc, du coup, on va dire que coacher dans ce sens-là, c'est très intéressant. Il faut accompagner à la fois la personne dans ce qu'elle va apprendre, mais dans la confrontation de ce qu'elle apprend avec la réalité qu'est l'usage du quotidien. Et ça, pour moi, des fois, c'était beaucoup plus facile de vous regarder appliquer les choses et trouver par vous-même la solution que de moi essayer d'inventer un truc qui vous fasse imaginer cette situation pour que vous compreniez ce qui s'y passe, tu vois. Et donc, du coup, c'est ça la partie accompagnement plus coaché, là, elle est intéressante parce que là, on est très efficace. En vérité, et puis moi, j'étais super content parce que je me disais, purée, ils vont vachement vite, quoi. Ils vont vachement vite, alors que sur un parcours plus classique où je vais accompagner des FPA sur tout leur parcours, ben on voit que les choses maturent plus lentement. Alors que là, on est tellement dans la confrontation quotidienne, on est tellement waouh, quoi, tous les jours, que là, les questions, elles viennent beaucoup plus vite, quoi. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est que si les gens apprennent à formuler les questions, avec l'obligation, enfin, ou cette obligation ou cette envie qu'ils ont de me les poser, eh ben, ils deviennent beaucoup plus forts. Et moi, je vous ai enseigné comment poser des questions. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, se mettre en question, bah, c'est là qu'on apprend. Et c'est d'une efficacité redoutable. Les deux combinés formation-coaching sont deux éléments moteurs, quoi. Et tu vois, quand je forme classique sur un parcours de FPA, j'ai à la fois cette posture de formateur qui est très formelle, tu sais, dans la dimension de l'environnement d'apprentissage qu'est la formation. Et à côté de ça, je crée un groupe de parole ou un groupe d'échange qui n'est jamais corrélé au temps de formation, où là, on échange tout simplement et on se pose des questions. Et du coup, ce temps-là, libre de questionnement, de pouvoir poser des questions et poser la question qui nous turlupine, quoi, et de pouvoir avoir la réponse, c'est assez intéressant. Et en plus, avec un petit peu de métier, on arrive à faire en sorte que la réponse, en vérité, on la donne pas, mais elle sort de la question posée, en vérité. Et ça, c'est assez intéressant. Et moi, souvent, mes FPA, ils me le disaient. Au début, je leur disais, vous savez, moi, je répondrai à vos questions par des questions. Voilà. La deuxième chose que je leur disais, c'est est-ce que vous êtes conscient que vous avez déjà la réponse à la question que vous allez me poser Et après, ça se traduisait par écoute, Laurent, on sait qu'on a la réponse à la question qu'on va te poser, mais on va te la poser quand même, hein, pour être sûr. Voilà. Donc, cette relation-là, moi, j'ai toujours mené dans cet apprentissage cette dimension à la fois d'enseignant, qui est une dimension un peu, tu vois, top-down, là, qui est compliquée à réguler, parce qu'ils viennent pour te solliciter en tant que formateur, donc ils sont apprenants, t'es formateurs, une espèce de truc qui se fabrique, là. Donc dans cet accompagnement, on refait descendre ces lignes, et très souvent, moi, je les ai fait descendre, plus dans une dimension de disponibilité pour aller, pour eux, pour aller appuyer ce vers quoi ils allaient. Pas leur donner la solution, parce que le problème du coaching, si tu faisais du coaching à la place de la formation, ils n'apprendraient pas grand-chose, parce qu'en gros, tu les emmenerais là où tu veux qu'ils aillent, ils suivraient, puis bon, une fois arrivés, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. C'est pas ça l'idée. Mais mettre dans cette dimension de questionnement, de poser des questions, d'avoir la question au bon moment. Moi, je leur disais toujours, je sais où vous en êtes dans vos apprentissages, je le sais par les questions que vous me posez. Parce que si vous vous interrogez pas sur le sujet, vous n'y êtes pas. Et ça, c'est des choses très très importantes, tu vois. Et c'est ce que moi je développe et puis que j'ai fait avec vous, hein, et puis que je fais au quotidien. C'est de développer des coachings dans cette dimension-là. Et du coup, c'est intéressant parce que quel que soit le niveau de la personne,
qu'elles soient formateurs qu'ils soient formateurs ou formatrices, qui soient en activité, des gens comme toi, ou qui soient en phase d'apprentissage, dans un parcours FPA par exemple, eh bien, quand je les accompagne, il y a toujours cette dimension où le juste à temps, c'est très motivant pour eux en vérité. Parce que pourquoi attendre la réponse, la réponse de la question dont j'ai besoin de connaître la réponse, quoi. Et ben là, on a cet accès direct. Et justement, cet accompagnement mi-coach, mi-formation, là, cette espèce de double casquette qu'on a, que j'ai développé pendant des années, ça me permet justement de savoir à quel moment il faut coacher, à quel moment il faut former. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai des gens qui me sollicitent, à un moment donné, il faut poser les fondamentaux. Oui. Si on les a pas, on n'avancera pas. Et après, si on a les fondamentaux, quand on vient chercher une réponse, moi j'ai un coach, hein, quand je vais me ressourcer auprès de mon coach, c'est que j'ai besoin d'avoir très rapidement les réponses aux questions que je me pose, et c'est surtout dans la capacité à formuler la question, hein, que je suis accompagné. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un espèce, puis c'est un cercle vertueux en vérité. Ouais. On a cette capacité à toujours venir rechercher. On a besoin en vérité d'un appui. Hein, d'échanger en fait. Enfin, de cet échange-là naissent des idées. Tu vois, moi j'en ai quelques-unes en tête, mais leur faire créer un podcast en 5 jours, top chrono, avec 3 épisodes de podcast, une identité graphique, de la communication. Enfin voilà, c'est sacré challenge. De cet échange naît vraiment des idées qu'on n'aurait pas forcément eues ou qui sont enrichies. Oui. C'est vrai que sans que tu m'aies coaché au fur et à mesure, je pense que je serais encore restée avec mes PowerPoint du début, quoi. Donc j'aurais perdu les apprenants. Ouais. Tu parles du podcast, moi je me souviens de comment ça s'est passé, où je t'ai dit, écoute, moi j'ai une super idée, on leur fait faire un podcast et 3 épisodes en une semaine. Tu m'as dit, mais attends, moi j'ai pas fait ça déjà, je sais pas faire moi ça. J'ai dit, si, tu sais tout faire. J'avais pas encore expérimenté le podcast. J'ai dit, si, tu sais faire. Elle me dit, t'es sûr? Ah ouais. Eh bien, tu vois, là, dans cette dimension d'accompagnement, il y a 2 choses qui font que ça marche. La première chose, c'est la situation, c'est ah ben mince alors, ça va être compliqué. Bon, alors, non, mais là, du coup, on leur a dit, il faut que je le fasse. Ah ouais, mais du coup, c'est pas grave, je suis pas toute seule. Oui. Et c'est ça le truc en vérité. Et le fait que tu puisses te dire, et moi je l'ai vu parce que tu me le disais, tu me posais les questions en me disant ouais non mais attends, on va y arriver, comment on va faire? Tu disais pas comment je vais faire, tu disais comment on va faire. Hein. Déjà donc du coup j'étais dans l'affaire. Et là ce qu'on peut mesurer, c'est qu'en vérité je t'ai rien apporté. J'ai pas participé volontairement. Hein. Démerde-toi. Ouais. Et en vérité, toi qu'est-ce que tu t'es dit? De toute façon j'ai pas le choix, je vais y aller, c'est bien, il est là. Et moi, à côté, je me disais, de toute façon, elle va y arriver, que je sois là ou pas là. Mais du coup, je mesurais le fait que, en gros, tu as un filet de sécurité que tu t'es imaginé. Hein. En vérité, il est réel, parce que tu sais que je t'aurais pas laissé tomber dans l'activité. Mais en vérité, c'est l'effet précipitant voilà, qui était venu. C'était une super expérience, ça, à vivre. Je suis content que tu m'en reparles, parce que ce coup-là, d'abord, ça a été très émouvant pour nous, parce qu'on a des apprenants qui se sont livrés sur pourquoi ils étaient en formation, le changement que ça faisait dans leur vie. On leur a donné la parole dans un moyen d'expression qu'ils se sont appropriés. Oui. Je crois que c'est ça qui était très intéressant dans l'activité. C'était le but, mais ça a été même au-delà de ce qu'on avait imaginé. C'était très très fort. On a vraiment cette dimension-là. Hein. On a une apprenante qui est palestinienne, qui arrive en France, qui apprend à parler la langue, qui vient faire une formation de développeur. Enfin, c'est une sacrée histoire, quoi. C'est pas je vais acheter du pain au coin de la rue, quoi. Et c'est super. On a des mamans de 4 enfants qui sont toutes seules, qui n'ont pas bossé depuis 15 ans, qui viennent, qui prennent cette dimension et qui font ce challenge d'apprendre à nouveau, avec tous les problèmes et toutes les contraintes qu'elles ont. Et là, à ce moment-là, tu vois, même sur les apprenants, c'est qu'un travail de coaching. La première semaine que je fais, cette semaine d'accueil, c'est une semaine de coaching, de prise de confiance en soi, de leur montrer ce que sera le monde, comment il sera une fois qu'ils auront fini, de plus en plus facile chaque année, parce que la première année, il fallait qu'ils nous croient.
La deuxième année, il y a ceux qui avaient réussi, qui venaient nous dire il faut y croire, qui venaient leur dire. Et puis là, à la fin, la quatrième année, les gens sont là tout autour de nous, les anciens apprenants, les gens qui veulent redoubler, qu'on prend comme prof. Ça aussi. Ça aussi, c'est extraordinaire, c'est des moments, et d'ailleurs on en parlera sur le podcast, on a David, et David viendra nous expliquer son parcours. David qui au départ était apprenant sur le dispositif et qui est devenu formateur sur le dispositif, c'est des sacrées histoires. Donc ça, on vous le partagera parce que c'est des super moments pour nous, c'est des moments d'humanité, de vie, c'est intense, enfin c'est des trucs géniaux quoi. Voilà. Et donc, former, coacher, mélanger les deux. Oui. Et puis surtout faire que les gens réussissent. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Mélodie, quel serait le mot de la fin alors ? Eh bien écoute, merci déjà. Merci pour cet épisode et puis pour ces 4 années à la GEN qui ont été formatrices, j'ai envie de dire, formidables et riches en émotions. On a appris beaucoup de choses et ça a été avant tout une aventure humaine où on a formé une sacrée belle équipe quand même de formateurs et avec plein d'échanges super chouettes. Donc si c'était à refaire, on le referait, je pense. Et puis tu sais, il n'y a pas de position dominante. Dans cette expérience, moi j'ai grandi de tous les côtés, nourri par vos questions. Parce que quand tu te l'es jamais posé la question, t'as pas l'idée. Et en vérité, c'est une réciprocité totale. On aide les gens, ils nous soutiennent, on partage tout ensemble, et on apprend tous les uns des autres. Et ça, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment un truc... En plus, il y avait un truc naturel, c'est qu'on apprenait tous de nos différents métiers. Donc déjà, moi j'apprenais la communication avec toi, le dev avec David, toute la partie infographie avec Sève. Et du coup, tous les jours, j'apprenais plein de choses. Et vous appreniez ce métier de formateur. On a une espèce d'osmose et de réciprocité qui est permanente, quoi. C'est quelque chose, c'est une super expérience à vivre. Moi, je dis, si vous avez l'occasion de monter des dispositifs, montez-le à plusieurs, faites-vous confiance, partagez tout. Faut tout partager. La réussite, elle est collective. La défaite, elle est collective. Un collègue qui vient vous voir en disant « Ouais, là, je me suis planté, j'ai pas fait un bon truc », on le vilipende pas. On est là pour lui dire « Écoute, c'est une défaite collective. Donc, nous allons répondre collectivement à cette défaite. » Et du coup, ça crée le fait qu'on ose engager, on ose essayer de se tromper. Et du coup, on se trompe. Moi, j'ai proposé des trucs des fois qui étaient nuls. Il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, j'ai mesuré que c'était nul. Et du coup, les autres m'ont aidé à faire que ce soit plus nul. Et je crois que c'est cette interaction permanente. On fait un métier qui est magnifique, qui est un métier de partage. On veut tout donner à nos apprenants. Je dirais, moi, in fine, qu'il faut déjà qu'on se donne tout entre nous. Et naturellement, ce qui jaillira retombera sur nos apprenants et valorisera leurs apprentissages. C'est vraiment ça. Et tu vois, j'aurais envie de rajouter... si vous êtes formatrice ou formateur, ne restez pas tout seul. C'est vrai que nous, on était déjà une équipe, donc sur place, mais des fois on peut être seul, intervenir à des moments donnés où il n'y a pas d'autres formateurs qui interviennent en même temps que nous, dans la même salle, etc. Et justement, je pense que cette offre de coaching là qu'on a mis en place suite à ça, ça va servir à ça, à avoir ces échanges-là, à pouvoir débloquer des situations, des problématiques, à pas rester tout seul. Et venez quoi. Eh bien écoute, oui, venez. Venez sur le hub de la formation, venez écouter le podcast de la formation. Venez regarder si ça vous intéresse des offres de coaching. Venez nous poser vos questions, tout simplement. Venez échanger avec nous. On fait que ça toute la journée. Vous voyez comment ça se passe.
c'est des moments qu'on adore faire. On vous attend, on vous souhaite une belle écoute. Et puis, écoutez, on vous donne rendez-vous après pour un prochain podcast de la formation. Ciao. Ciao.